Bonjour Philippe. Bonjour Salomé. Écoute, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui, j'en suis sûre, va intéresser particulièrement mon audience. On va parler du management. Alors, le management dans la grande distribution, c'est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, on ne manage pas des concepts, on manage des personnes, des équipes, effectivement, des rayons. Beaucoup d'urgence, notamment sur le terrain et pas que. Et souvent, tout ça en même temps. Alors, c'est compliqué. On parle beaucoup d'être un bon manager, etc. Donc, on va revenir là-dessus. Entre la pression du quotidien, les objectifs, la gestion des conflits, la motivation des équipes, le manager du retail, c'est un peu l'équilibriste du commerce moderne. Je pense que tu auras du mal à me contredire Je là-dessus. partage complètement. Et si finalement le retail c'était la meilleure école du management parce que, pas par celle des grands modèles théoriques, mais celle du réel. Et notamment, tu vas nous en parler de ton livre, celle qui apprend à s'adapter, à s'écouter, parfois à improviser. Alors Philippe, toi tu connais bien le terrain, tu as été ancien directeur commercial, aujourd'hui tu es consultant, formateur, tu as passé 20 ans dans les allées des magasins avant de les transformer en terrain d'apprentissage et c'est tout ce que tu évoques dans ton livre aussi avec beaucoup d'exemples. Avec toi on va parler du management qu'on vit, pas celui qu'on lit seulement, des écarts entre effectivement le discours et la réalité. Et surtout, ce que le retail peut encore apprendre à tous les managers qui nous écoutent, qu'ils soient chefs de secteur, catégorie manager, fondateurs de start-up, peu importe. Bref, ça va être une conversation sans filtre ajouté. Philippe, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, je suis ravi d'être face à toi. Je te remercie encore de cette invitation pour partager l'une de mes passions, qui est le management. Donc je serai ravi de partager mon expertise, ma connaissance du terrain et tout ce que je peux relater justement dans mon dernier ouvrage. Alors, moi, une première question que j'avais pour toi quand j'ai lu ton ouvrage, c'est de me dire comment t'en es venu à te passionner pour le management ? Alors, le management, c'est une science de relations humaines. J'aime l'humain, j'aime la relation, j'aime le lien. Et comme on va l'aborder très certainement aujourd'hui, sans ce lien-là, sans cette relation de confiance, finalement, on n'atteindra pas nos objectifs opérationnels, commerciaux. Donc, pour moi, avant même d'être un expert technique, d'avoir une connaissance développée du produit, du terrain, il faut être un bon manager, car si on ne sait pas motiver, si on ne s'intéresse pas à l'individu, finalement, un manager seul, sans son équipe, il n'est rien et il n'atteindra jamais ses objectifs. Alors, c'est intéressant parce que tu as été directeur commercial et tu parles d'objectifs, de KPIs, etc. Et parfois, on peut avoir la maladresse d'opposer les deux. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Quelle analyse tu fais de ça ? Entre les indicateurs de performance économique et de performance sociale, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, pour moi, ce sont deux indicateurs qui sont fondamentaux. D'ailleurs, on évalue la performance managériale au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Il y a l'indicateur économique, donc le panier moyen, le chiffre, le flux client, mais également les indicateurs sociaux. Et pour moi, ce sont des indicateurs qu'il faut piloter. Il n'y a pas que le pôle RH qui pilote ces indicateurs. Bien Tout sûr. manager doit être vigilant par rapport à ces indicateurs. Alors, comme indicateurs sociaux, il y a le turnover, bien évidemment, l'absentéisme, le taux de maladie, le nombre d'accidents de travail. On peut le rentrer également dans la catégorie, le nombre de conflits dans son équipe, bref, etc. Ces indicateurs sont fondamentaux. D'ailleurs, Salomé, je vais te dire très clairement, lorsqu'on a un problème de turnover dans une entreprise, quelle qu'elle soit, avant d'auditer le secteur, avant de mettre plusieurs milliers d'euros d'audit pour savoir où est le problème, regardons peut-être au niveau du management. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique au niveau du manager ? Est-ce que le manager est trop directif, trop autoritaire ? Est-ce que le manager, au contraire, est trop absent, Bien sûr. pas suffisamment proche de son équipe ? Finalement, une grande partie des raisons qui expliquent le turnover dans nos entreprises est liée à une insuffisance managériale. Donc, tu vois, ces indicateurs sociaux sont fondamentaux à suivre pour être certain qu'on est bon en management. Et si on est bon en management, le terrain est prêt pour être bon commercialement parlant aussi. Est-ce que tu peux nous raconter, dans ton expérience, une anecdote ou un exemple précis qui t'a fait prendre conscience de ça, même si évidemment tout le monde boit tes paroles et je suis ultra convaincue, mais est-ce que tu as un exemple concret que toi tu as vécu
à nous donner sur cette prise de conscience de lien justement entre la performance des équipes, le turnover et le management? Oh, alors j'en ai de nombreuses des anecdotes à te raconter. Alors, je vais les lier d'ailleurs à des caractéristiques que nous, en tant que manager, on doit développer. La première anecdote à laquelle je pense, c'est plutôt lié à un problème d'authenticité, d'exemplarité. Alors, elle est rapide, hein. Un jour, j'ai mon N+1 qui vient vers moi en me disant « Philippe, tu n'as pas tes chaussures de sécurité ». Il avait raison, totalement raison de me faire cette remarque-là, pour assurer mon intégrité physique. Et ça fait partie du règlement intérieur. Donc la question, elle ne se pose même pas. Sauf que lui ne les avait pas. Et donc là, j'ai exécuté, bien évidemment. Mais dans ma tête, je me disais, écoute, si tu n'es pas capable d'appliquer ce que tu imposes aux autres, il va y avoir un problème d'adhésion. Donc c'est cette exemplarité qui est fondamentale. Une autre anecdote qui m'a fait beaucoup de mal à l'époque. Alors j'étais employé libre-service, car j'ai démarré ma carrière en tant qu'employé dans un point de vente. Un jour, j'arrive à 5h du matin dans mon rayon et je vois une effervescence inhabituelle dans mon rayon. Des fournisseurs étaient présents en train de vider mon rayon. Bref, une réimplantation était donc en cours. Je l'ai apprise en arrivant à 5h. Totalement anormal, bien sûr. Le manager aurait dû en amont m'expliquer, m'avertir, donner du sens à cette réimplantation. Pourquoi on réimplantait mon rayon? Peut-être une problématique de marge, de chiffres, bref, d'insatisfaction client. Et j'irai même au-delà, Salomé. Le manager, mon N+1, aurait dû même m'associer à la définition du nouveau planogramme. Surtout que j'étais dans une enseigne indépendante, donc on a une réelle autonomie dans la définition du plan. Et à ce moment-là, alors certes, je n'avais pas la connaissance que lui avait, mais je pouvais lui apporter une connaissance terrain, les remarques des clients autour de moi, mais des incohérences que je pouvais noter dans le rayon. Tu vois, cette approche participative et surtout l'information essentielle, ce manque de communication, on aura l'occasion certainement d'en parler ensemble. Un bon manager est nécessairement un bon communicant. Et là, il n'y a pas eu suffisamment de communication. Et je dois t'avouer que au lendemain de cette réimplantation, il y a forcément eu une distance entre le manager et moi. Une cassure. J'étais sur le recul, j'étais moins en phase avec lui, surtout qu'il n'est pas du tout venu vers moi pour m'expliquer, pour me dire j'ai pas eu le temps, voilà, et aucune information. C'est préjudiciable. Et une dernière anecdote, si tu me le permets, qui également va parler très certainement à nos auditeurs et auditrices. Un jour, un manager, mon N+1, vient vers moi et me demande de travailler sur un dossier. On était en fin de semaine, le vendredi. Et inévitablement, si je devais être performant dans la réponse à ce dossier-là, il fallait que je bosse tout le week-end. Chose que j'ai faite. Je me suis investi. Donc, j'étais jeune manager à l'époque. Je me suis investi tout le week-end et le dimanche soir, quand je suis arrivé, il y avait une certaine forme, quand je suis arrivé au terme du dossier, il y avait une certaine forme de fierté en moi. Voilà, je suis arrivé, j'allais pouvoir présenter le dossier clos le lendemain matin à mon directeur. Le lendemain est arrivé, je toque à sa porte pour lui apporter le dossier. Il était au téléphone, il me fait mine d'un signe de la main de déposer le dossier sur son bureau. Et il tourne son siège pour poursuivre sa communication. Je suis sorti du bureau, j'étais déjà un peu déçu, mais si toutefois il avait quelqu'un d'important au téléphone, ça pourrait se comprendre. Sauf qu'au lendemain de ce pseudo-échange, j'ai eu ni de son ni de lumière, c'est-à-dire aucune information, aucune satisfaction par rapport à ce projet mené à son terme. Bref, la satisfaction est quelque chose là. La reconnaissance est quelque chose de fondamental dans le métier. Bien sûr. Surtout quand on sait que le salarié a fait des sacrifices, s'est investi, est engagé. Là, c'est le minimum, la reconnaissance. Il aurait dû à ce moment-là revenir vers moi et me dire « Philippe, chapeau, pour que tu arrives au terme de la mission que je t'ai donnée ce matin à 9h, c'est que tu as dû bosser tout le week-end. » Donc voilà, ne serait-ce ça. Après, il peut y avoir autre chose, bien sûr, qui peut valoriser le collaborateur. Et tu vois, ces petits aléas, au fil du temps, créent un fossé entre le salarié ou le manager et son N+1. Et ce fossé est forcément
défavorable à toute motivation, engagement de cette personne dans l'entreprise. Bien sûr. Du coup, je voulais rebondir notamment sur les 3 exemples. En réalité, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui ont probablement vécu ce genre de situation, dans un sens ou dans un autre. Ma question est la suivante, c'est quand on vit ce genre de situation, est-ce que le mot ou le dicton, je ne sais pas, manager son manager peut exister ? Comment on peut faire pour réagir dans ces cas-là quand on subit ce genre de situation ? Plutôt que, mais on y reviendra, hein, c'est aussi la responsabilité effectivement du manager de se dire, d'avoir cette prise de conscience-là. Mais si on est à l'étape suivante et ce n'est pas le cas, comment on peut réagir ? Alors c'est délicat. Tout va dépendre en fait de la personnalité du manager que tu as face à toi. Si tu as un manager autoritaire, directif, un manager condescendant qui n'accepte aucune remarque de ses collaborateurs, forcément, le message ne passera pas, il se braquera. Et bref, même nous, collaborateurs, on ne voudra pas donner cette information au risque de passer un mauvais quart d'heure au contact de ce manager. Par contre, si le manager est réceptif, si le manager a cette humilité nécessaire au management, on peut profiter d'un échange formel comme informel, tout dépend du lien que tu as avec ton N+1, pour lui faire passer le message. Alors, il y a un entretien formel qui est parfait pour faire passer ce genre de message, c'est le bilan annuel, l'entretien annuel, bien sûr. Voire l'entretien professionnel, où nous pouvons évoquer notre ressenti, notre bien-être ou pas dans l'entreprise, dans le rayon, dans le service, bref, en lien avec le manager. Ou de manière informelle, tout dépend encore une fois de la relation que l'on a avec son N+1, on va pouvoir lui évoquer cette amertume, ce regret, cette insatisfaction par rapport à un mot, une situation, ou quelque chose qu'on aurait attendu et qu'on n'a pas eu. Si on a un bon manager face à soi, il sera réceptif, nécessairement. Car on ne peut pas tout voir en tant que manager. On est tellement sous pression en permanence, par pression par l'intermédiaire des clients, sa direction, les chiffres, que parfois... Prise en étau entre sa direction et ses collaborateurs. Complètement. On peut passer, on est des êtres humains, on peut passer à côté de quelque chose. Et donc, il faut avoir cette humilité-là pour reconnaître que l'on est passé à côté de quelque chose et être dans cet apprentissage permanent dans notre quotidien professionnel pour grandir en tant que manager et savoir reconnaître ses torts, une insuffisance. L'erreur, l'échec n'est pas un problème dans notre métier, tant que cet échec ou cette erreur nous fait grandir. Bien sûr. Je trouve ça très intéressant et je me dis que effectivement, alors je ne sais pas, je n'ai pas vécu les exemples que tu as donnés, mais si tu es en face d'un manager qui peut être fermé, alors encore faut-il bien identifier le profil de son manager pour justement avoir toute la connaissance d'eux, mais comment on fait dans ce genre de situation ? On peut se dire, on quitte, et c'est la problématique, on en revient au turnover notamment, dont on échangeait tout à l'heure. Mais comment on peut faire avec un manager qui peut être fermé ? Est-ce qu'on le tente, on ne le tente pas ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Il faut essayer de tenter, il faut voir, en étant le plus factuel possible. Le problème dans une communication, notamment qui pourrait être conflictuelle, c'est lorsque les émotions prennent le dessus. Oui. La colère, l'insatisfaction, le dégoût. À partir de là, le message passera pas bien. Donc, si on arrive à maîtriser ces émotions, si on arrive à être factuel dans l'élément qu'on a à reprocher quelque part à son manager, et si toutefois nous avons une personne réceptive face à nous, ça peut passer. Après, malheureusement, on a des personnalités où ça ne passera pas. Et là, dans ces cas-là, on sait très bien que même si on prend la parole, non seulement notre N+1 ne l'entendra pas, mais en plus, il risque même peut-être de se braquer. Et donc, c'est pour ça que certains collaborateurs préfèrent rester dans ce mutisme, le garder pour eux, ce qui n'est pas bon, bien évidemment, puisqu'à un moment donné, soit ça ressortira, mais mal, soit le collaborateur finira par partir, parce qu'il n'aura plus cette confiance, ce lien, cet engagement qui va s'étouffer petit à petit avec le temps, et dès qu'il y aura une autre opportunité, il partira. C'est pour ça que je t'évoquais tout à l'heure le fait que le turnover a très souvent, pas tout le temps, certes, mais très souvent, une origine managériale. Bien sûr. Alors, Philippe, toi, tu as fondé un organisme de formation spécialisé dans le retail en 2018, si je ne me trompe pas. Avec le recul, est-ce que tu peux déjà nous parler de ton métier, de ton rôle ?
Et de ce que tu observes aujourd'hui, alors il y a eu beaucoup d'évolutions dans le management, mais qu'est-ce que tu observes aujourd'hui de la différence entre la réalité terrain, de ce que tu vis, de ce que tu observes, et notamment tout ce qu'on peut lire sur LinkedIn, entre autres, ou lire dans les ouvrages. Parle-nous un peu de ton quotidien et de tes observations. Alors, effectivement, je suis à la tête d'un organisme de formation spécialisé dans le retail. Alors, je l'ai fondé en 2016 et j'accompagne aujourd'hui les retailers dans le développement de leur performance commerciale et managériale. Alors, entre cet idéal managérial et une réalité du terrain, forcément, il y a parfois une très grande différence. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les managers courent dans tous les sens. Ils sont en train d'éteindre le feu partout. Ils sont souvent confrontés à une problématique de personnel, donc soit un manque de personnel, soit des personnes qui ne sont pas performantes, et donc ils rattrapent cette contre-performance ou cette absence en travaillant de manière très opérationnelle et quelque part en se détachant des objectifs de gestion et de management qui devraient être les leurs. Donc, tu vois, cette problématique de manque de bras, cette problématique de fidélité également liée à un contexte générationnel, mais pas que. Aujourd'hui, on a du mal à fidéliser sur du long terme et même du moyen terme nos collaborateurs, car notamment les nouvelles générations, la Z et la Y, car pour cette génération, il ne faut pas généraliser, mais pour cette génération, plus que les anciennes, la X et la senior, la baby boomer, ils considèrent le travail comme un épisode de vie. Un enrichissement ponctuel qui leur permettra ensuite d'aller dans une autre entreprise, dans d'autres responsabilités pour enrichir finalement leur quotidien professionnel et même particulier. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. C'est une approche managériale qui sera totalement différente, certes, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu vois cette problématique de turnover, parfois même naturelle, donc aujourd'hui... on ne reste plus toute sa vie dans une seule entreprise. On connaît parfois une dizaine d'entreprises dans sa vie professionnelle. Et donc forcément, le manager lié à cette problématique de turnover, à cette problématique d'absentéisme, va peut-être manquer de recul, de temps pour être un véritable expert en management. Car le management, c'est très chronophage. On passe énormément de temps, on est censé passer énormément de temps avec nos équipes. Absolument. Que ce soit dans le cadre d'échanges formels ou informels. On est là pour prendre la température, on est là pour répondre à des inquiétudes, à des questionnements très, très opérationnels. On est là pour motiver, on est là pour gérer le conflit, on est là pour manager le changement, on est là pour... avec une approche très bienveillante pour essayer de comprendre une problématique, donc une problématique entre deux salariés, une problématique entre un salarié et le manager. Ça nécessite beaucoup de clairvoyance, beaucoup de temps, mais également une expertise, parce qu'on ne s'invente pas manager. Cela nécessite des compétences humaines, cela nécessite également, au-delà de ces compétences humaines, du temps, comme je l'évoquais, mais également une expertise pour pouvoir appréhender les situations, et notamment le rôle de la communication dans le management qui est fondamental. Cette communication. En fait, la communication, pour moi, est un véritable outil de management. Est-ce qu'aujourd'hui, avec notamment la nouvelle époque dans laquelle on évolue, et notamment l'intelligence artificielle, les managers aujourd'hui ont plus de temps pour passer du temps avec leurs équipes? Est-ce que tu trouves que les outils qui sont mis en place sont au bénéfice du manager, ou à l'inverse, je ne vais pas donner la réponse dans ma question, mais ou à l'inverse, au contraire, on charge un peu plus la mule et justement, non, c'est pas le constat que tu fais toi sur le terrain? Alors il y a des super outils, Salomé, qui existent aujourd'hui dans le retail, qui permettent d'optimiser son temps, ses priorités, en facilitant la gestion notamment du humaine dans son service. L'IA joue un rôle génial à ce niveau, puisque en intégrant les flux clients, les flux de marchandises, mais également le nombre d'heures que tu as à ta disposition, donc le nombre de salariés, l'outil va te dire il te faudra tant d'heures sur tel créneau, et normalement cela devrait te dégager un peu de temps. Alors essentiellement, ces outils, c'est fait pour dégager du temps par rapport aux clients.
optimiser la relation avec le client, satisfaire un maximum le client, faire qu'il vive une expérience d'achat la plus aboutie possible. Mais ça devrait aussi nous dégager un peu de temps, si toutefois l'outil est bien paramétré, si toutefois nous maîtrisons l'outil, pour pouvoir correctement manager. En fait, sans même parler d'outils et de l'IA, encore une fois, sans l'équipe, on n'est rien. Si moi aujourd'hui je recrute également des managers pour le compte de certains de mes clients, mon critère premier n'est plus l'expertise. Ouais, bien sûr. Si il ou elle a l'expertise, tant mieux. Mais mon critère premier, c'est des compétences humaines, justement, cette capacité à manager. Car le métier, ça s'apprend très vite. On part en formation au sein de son entreprise, en inter, en intra, et on nous apprend le geste, l'argument, comment construire un argumentaire, comment convaincre, comment négocier, bref, etc. Par contre, la capacité humaine, c'est-à-dire savoir développer cette bienveillance, cette intelligence émotionnelle, être un bon manager, être un bon leader, ça peut s'apprendre dans le temps, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Mais est-ce que ça veut dire que tu as des personnes qui sont fondamentalement faites pour manager et être leader et d'autres qui ne pourront jamais l'être ? Parce que souvent, on se retrouve dans des organisations, et je pense notamment à ce que j'ai vécu dans mon passé, côté industriel, où tu es sur des sièges, où quand tu prends des postes à responsabilité, alors je pourrais citer directeur enseigne, je sais pas, chef de région pour faire de la négo en région, etc. Tu prends des responsabilités de management en plus que nécessairement tu n'as pas forcément souhaité ou voulu. Donc là, ma question touche plutôt au système. Est-ce que notre système est mal fait et que fondamentalement, il devrait y avoir des postes où il n'y a que du management pour des personnes qui le veulent réellement et qui ont les compétences? Quel analyste en fait? Alors ça, c'est vraiment une question que l'on se pose régulièrement. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on devient leader? On peut se poser la question au niveau du manager. Et absolument, est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on devient manager? Alors pour moi, la réponse, elle est très claire. Être un bon manager et être un bon leader nécessite un certain nombre de prédispositions. Voilà, prédispositions notamment humaines. Si on ne les a pas, on peut les développer, mais ça nécessitera plus de temps. Par contre, on mettra nécessairement en difficulté quelqu'un qui n'a pas cette envie de manager, de gérer de l'humain. Peut-être cette personne est un expert technique, il est très bon dans son domaine, mais on le mettra en difficulté en lui demandant de manager demain une équipe. Donc c'est là où il faut être vigilant pour faire évoluer vers ces postes-là des personnes qui non seulement ont les compétences, bien évidemment, mais ont aussi l'envie. Je reviens sur la question, est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Pour moi, on développe son leadership dans deux situations. La première, grâce à son entourage. Pendant toute ma carrière, Salomé, je me suis inspiré des personnes qui ont été des bons managers autour de moi. Alors ça pouvait être mon supérieur hiérarchique, mais ça pouvait également être mes homologues managers, tout dépend du niveau auquel j'étais à ce moment-là. Et donc je les écoutais, je les observais, comment ils géraient une réunion, quelle était la communication qu'ils mettaient en place, comment ils arrivaient à régler un conflit dont j'étais témoin. Et je me suis inspiré tout au long de ma carrière de ces bonnes pratiques, en fait. Donc ça, c'est un moyen pour développer son leadership ou ses capacités managériales. La deuxième situation, en fait, c'est quand tu es dans la difficulté. Quand tout le monde fait un +10, faire un +10, voilà, c'est facile. On ne peut pas te dire tu as été meilleur que les autres ou bravo, félicitations. C'est dans la difficulté, quand on est confronté à une situation que l'on n'a peut-être d'ailleurs pas vécue, Covid par exemple, avec toutes les conséquences managériales que ça a pu avoir, mais autre, une situation conflictuelle qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, comment on va gérer cette situation? En fait, les meilleurs sortent la tête haute de ce genre de situation inattendue, imprévue, qui ne correspondent à aucun postulat, aucune comparaison possible. C'est là où on voit qu'on a un potentiel qu'on n'avait peut-être pas décelé, un potentiel indéniable chez une personne. Et enfin, un dernier point, la formation. Voilà, oui, il existe des formations pour développer ses compétences managériales, pour développer son leadership. Il ne faut pas se dire que la formation ne permettra pas d'accroître ses compétences. Donc tu vois, au travers de cette observation terrain,
permanente, au travers de la bonne gestion de situations délicates et au travers d'actions de formation avec beaucoup d'humilité, cette formation permanente que l'on peut mettre en place, on peut sans aucun problème développer ses compétences managériales et même développer son leadership. Qu'est-ce que tu réponds à ce que je vais te dire pour observer alors là, je parle vraiment des filières un peu commerciales, alimentaires, donc le lien peut être fait sur le terrain ou même au niveau des sièges, où tu peux promouvoir des personnes à certains niveaux, puisqu'ils sont très bons en négociation, puisqu'ils sont très bons en retour sur investissement et en termes de résultats, mais qui peuvent être des piètres managers et, excuse-moi du terme, mais qui en ont absolument rien à faire de l'humain. Et c'est des cas qu'on voit dans pas mal de situations, et c'est le propre de l'humain, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'imagine que dans les formations dans lesquelles tu accompagnes, tu as été aussi en face de ce genre de situation. Comment tu décèles ça et comment tu trouves des solutions à ça? Alors encore une fois, je vais être très catégorique sur le sujet. Ce genre d'individu ne pourra pas performer dans la durée. Il ou elle a une expertise technique, ok. Si cette expertise ne nécessite pas de gérer de l'humain, très bien. Il sera performant et on aura besoin de lui ou d'elle. Si par contre, son poste nécessite de gérer une équipe, même si c'est un expert technique, il me plantera inévitablement l'équipe. J'aurai du turnover. J'aurai peut-être une problématique d'engagement de cette équipe derrière ce manager et donc derrière l'entreprise. Donc en fait, c'est un profil qui ne m'intéresse pas, Salomé. Tu vois, je suis oui, tout à très fait. catégorique. Bien sûr. Je préfère encore une fois avoir quelqu'un qui a une compétence technique un peu moins développée, mais qui saura haranguer un groupe, motiver un groupe, dynamiser un groupe à destination d'un objectif. Car le proverbe là que j'ai en tête est une réalité. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui, c'est Sans vrai. l'équipe, encore une fois, on n'est rien. C'est Quelle vrai. que soit notre expertise, nos années d'expérience. Donc, privilégions au contraire des collaborateurs qui auront cette capacité de mener un groupe, de dynamiser un groupe, de créer une dynamique de groupe, de savoir gérer le conflit, de savoir gérer les aléas humains dans le quotidien, car je te l'apprends pas, gérer l'humain aujourd'hui est d'une complexité folle. C'est sûr, et on va parler justement de la différence de génération qui me paraît extrêmement importante et sur laquelle on peut s'attarder, et t'en parles notamment dans ton livre. Je voulais rebondir sur les éléments que tu évoques, sur notamment la durée et comment tu fais un état des lieux de l'entreprise. Donc pour garder la bonne santé financière d'une entreprise, on va regarder certains indicateurs. Et pour regarder la bonne santé managériale d'une entreprise, donc que ce soit côté industriel ou sur le terrain à l'échelle d'un magasin, tu vas regarder ces indicateurs-là aussi. Est-ce que tu peux nous parler des indicateurs qui sont intéressants justement à surveiller, à regarder, à évaluer, justement pour voir la bonne santé managériale d'une organisation? Alors je dis souvent que la performance sociale anime une performance économique, financière de l'entreprise. Si on est bon socialement parlant et donc managérialement parlant, on ira chercher de la performance économique. Alors les indicateurs que je regarde habituellement, au-delà des indicateurs économiques, chiffre d'affaires, marge, on en a parlé, au-delà des indicateurs sociaux, nous en avons parlé aussi, donc le turnover, absentéisme, etc. Je regarde beaucoup le niveau de satisfaction de mes clients, le NPS. À partir de là, un client satisfait nécessairement aura été bien accompagné, bien renseigné. On aura passé du temps. Et en fait, quand on est engagé dans une entreprise, on parle avec le cœur. On vend le produit ou on accompagne le client dans l'achat du produit, mais nécessairement avec performance, avec cette envie qui illumine le fond de nos yeux. D'ailleurs, un client qui rentre dans une entreprise, quelle qu'elle soit, ça se sent quand l'ambiance est bonne au sein d'une équipe. Bien sûr. Et ça se sent aussi quand l'ambiance est délétère, quand il y a du conflit, quand il y a de la rancœur, quand le collaborateur n'est pas bien à son poste dans son entreprise. Et forcément, ce collaborateur, s'il a la boule au ventre, s'il n'est pas bien, il ne sera pas performant dans l'accompagnement du client. Le client le sentira, le client préférera aller acheter le produit ailleurs, justement, même s'il va même le payer un tout petit peu plus cher, s'il est bien reçu, s'il est bien accompagné, s'il a le bon conseil. Donc, en fait, tu vois là, le niveau de satisfaction de nos clients
est un indicateur important à suivre et qui montre justement notre performance managériale. On a aussi d'ailleurs de la certification qui peuvent accompagner des entreprises qui ont une qualité managériale avérée. Comme quoi, comme certification? Great Place to Work, par exemple. Top Employer, qui ça démontre qu'il y a une démarche entreprise. Alors certes, c'est un certificat, certes, il y a des audits, il y a un contrôle, mais on pourrait se dire, dans le quotidien, peut-être la qualité managériale n'est pas au top. Mais ça reste quand même des entreprises qui sont plus performantes. Et généralement, encore une fois, une entreprise qui est socialement performante sera plus performante économiquement parlant. Un autre point, Salomé, c'est la différence qu'il faut faire entre la satisfaction, la motivation et l'engagement. La satisfaction, c'est un salarié qui serait satisfait d'atteindre son objectif, qui serait satisfait d'avoir vendu tel produit ou d'avoir fait son rayon convenablement. Une grosse différence avec la motivation. On peut être satisfait sans pour autant être motivé. Bien sûr. La motivation, c'est comment dynamiser un groupe pour atteindre un objectif encore plus élevé. Comment créer cette dynamique de groupe, cette envie. Et on peut être motivé sans forcément être engagé. L'engagement, c'est encore un niveau ultime. L'engagement, c'est lorsqu'on voit une publicité de son entreprise à la télévision, eh bien, on a les yeux qui s'ouvrent en grand, on est fier, on a ce léger rictus et on est fier également d'appartenir à cette entreprise-là. Lorsqu'on parle en mal de notre entreprise, on est le premier à prendre la parole, même en comité familial réduit, et défendre avec force, au contraire, les avantages, les bienfaits de cette entreprise. Et tu vois, nous, en tant que managers, on doit faire en sorte de faire passer nos collaborateurs de l'état de satisfaction à l'état de motivation et de les faire passer de l'état de motivation à l'état d'engagement. Bien sûr. Et là, dans ces cas-là, c'est qu'on a été un très bon manager, c'est qu'on a le lead sur l'équipe et forcément, cela va nourrir notre performance, inévitablement. Alors, tu parles beaucoup dans le livre des générations. C'est un sujet qui passionne les foules et on peut entendre l'ancienne génération critiquer la nouvelle critiquer l'ancienne. Enfin bref, c'est le propre des conflits de génération et ça, depuis que le monde est monde, ça existe. Est-ce que tu peux nous parler justement de la jeune génération qui arrive sur le marché du travail ou qui est actuellement en poste, de ceux qui reçoivent du management, mais aussi des nouveaux managers. J'aimerais t'entendre sur comment manage la nouvelle génération. Parce que ça, c'est un sujet qu'on parle assez peu. Donc, je parle plutôt du middle management, des premiers postes de manager. Est-ce qu'eux aussi ont une façon différente de manager? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est vraiment une question d'actualité. Quand on sait que 75% de la population active sera représentée de la génération Z et Y d'ici 2030, forcément, il va falloir qu'on soit performant à la fois pour manager ces générations, mais que cette génération soit également performante pour manager des générations plus anciennes. Tout à fait. Alors, les facteurs de motivation sont totalement différents d'une génération à une autre. Il y a une cassure notamment entre la génération Baby Boomer X et la génération Y et Z. Tu peux redire Y, Z, X, Y, Z? Alors, pour savoir dans quelle génération je me situe, je suis toujours entre les deux, moi. La génération, je vais arrondir parce que pour faciliter la mémorisation des créneaux, je vais arrondir. La génération Baby Boomer, c'est toutes les personnes nées avant 1965. Entre 1965 et 1980, c'est la génération X. Entre 1980 et 1995, la génération Y, et toute personne née post-1995, génération Z. Voilà. Alors, à une année près. Donc, j'ai arrondi pour faciliter la mémorisation. Et donc, je vais d'ailleurs te raconter une anecdote. Ça me plaît. Illustrer justement une anecdote que j'ai vécue, bien sûr. Lorsque je recrutais en fin de carrière un manager, je me rappelle sur le papier un manager de qualité, l'entretien s'est très bien passé et ce manager au terme de l'entretien, voyant que j'étais satisfait, voyant que l'engagement allait être contracté, m'a tout de suite dit « Chef, j'ai besoin dans 3 semaines de vendredi, samedi et peut-être lundi ». Bref, il me parlait déjà de repos, de congé, alors qu'il n'avait pas mis un orteil dans l'entreprise. Quelle génération du coup? Jeune génération, donc Z. Si j'étais resté
moi je fais partie de la génération X, si j'étais resté avec la vision de ma génération. Je fais un blocage là. Bien Il sûr. y a conflit, il y a incompréhension. Je ne le prends pas, je ne l'embauche pas. Car ce que lui peut-être ne sait pas, moi à mon époque, il fallait attendre 1 an pour capitaliser 30 jours de congé et pouvoir prétendre à un seul jour de Tout congé. à Donc fait. pendant 1 an, on n'avait pas droit à un seul jour de congé. Et là, on est confronté à des salariés qui tout de suite nous demandent du congé, du repos, etc. Et c'est là où il ne faut pas faire l'erreur, qu'on soit ancienne génération ou même nouvelle génération, c'est de lire son environnement en fonction de sa grille de lecture naturelle, sa grille générationnelle. Si là, j'avais lu avec ma grille générationnelle, ce collaborateur, je ne l'aurais pas embauché, j'aurais fait une erreur. Il a fallu que je comprenne sa demande, que je la contextualise à sa génération, que je considère cette demande comme une demande habituelle dans cette génération, que ce n'est pas quelqu'un qui finalement ne travaillait pas beaucoup, qui pensait plus à des vacances. Non, on sait très bien que cette nouvelle génération a un besoin d'équilibre entre sa vie pro et sa vie personnelle. Bien sûr. Et la vie pro ne sera pas priorisée sur la vie personnelle. Alors que les générations plus anciennes, la vie pro avait tendance à être priorisée sur la vie personnelle. Et d'ailleurs, on n'osait même pas demander ces jours-là à nos N+1. Aujourd'hui, c'est le cas. On est confronté à une génération beaucoup plus désinhibée. Oui. C'est-à-dire, elle n'hésitera pas à demander. Ce qui est moins le cas, et à partir, ce qui est moins le cas pour les générations plus anciennes. C'est une génération qui ne respectera pas forcément un statut. C'est pas parce que Salomé, tu es manageuse, chef de, quand tu auras l'autorité naturelle, normale sur un groupe. Ça, c'est fini. Avec la nouvelle génération, alors certes, il y aura le regard sur le statut, mais elle attendra beaucoup plus de la part de leur N+1 une performance humaine et commerciale, bien évidemment. À partir de là, tu auras l'adhésion, tu auras l'écoute, tu auras l'engagement, mais pas le statut. Donc, tu vois, il y a de grosses différences. Alors, les facteurs de motivation, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour motiver un individu, il va falloir identifier ce qui le motive dans son quotidien professionnel. Si on se plante dans cette analyse-là, on va répondre à un facteur de motivation qui n'est peut-être pas le sien. Et donc, quelque part, on ne va pas le motiver. Et peut-être on aura mis sur la table de l'argent, on aura mis sur la table du temps, et on n'atteindra pas notre objectif qui était la motivation de ce salarié. Il faut donc passer du temps à bien connaître chaque salarié. Alors, sa génération, bien évidemment, mais pas que. On peut être Z et avoir un état d'esprit d'un X. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi passer du temps. Il y a des spécificités pour être en capacité d'adapter son management. Car aujourd'hui, il faut qu'on serve, nous, managers, un management véritablement à la carte. Chaque collaborateur a des facteurs de motivation bien spécifiques. Chaque collaborateur a une vision du travail, une vision de l'autorité, une vision du rapport au travail qui lui sera propre. Et si nous, managers, on n'est pas en capacité d'appréhender cette vision-là qui lui est propre et de nous adapter à cette vision-là, on passera à côté de beaucoup de choses. Donc, tu vois, c'est cette nécessité de bien connaître ses collaborateurs et surtout en tant que manager. D'ailleurs, on parle de management intergénérationnel. Le management intergénérationnel, c'est 2 choses. C'est la capacité d'appréhender, de comprendre l'individu qui est face à soi et donc, par conséquent, si on étend un peu le champ, la génération à laquelle il appartient. Mais c'est également la capacité de faire travailler plusieurs générations ensemble dans un même groupe pour créer justement cette dynamique. Et là, c'est une complexité folle, car encore une fois, souvent, ces générations sont cloisonnées dans l'entreprise. On a telle génération qui part avec telle génération en pause et totalement séparée d'une autre génération. Bien sûr. Donc, nous, on doit casser ces habitudes-là, ce rythme-là en tant que manager. On doit véritablement créer cette dynamique. Et donc, en répondant à des facteurs de motivation propres, mais aussi en leur objectivant des objectifs qui parlent de manière transversale à l'ensemble d'un groupe, à les faire travailler également ensemble, à multiplier des temps d'échange formels et informels, ludiques, professionnels, pour qu'ils se découvrent. Car souvent, c'est quoi la problématique? C'est qu'on a des préjugés. Telle génération, ah oui, les jeunes, ils ne bossent pas. Oui, c'est vrai. Ou les vieux, ils écoutent à la lettre, ils ne font pas un pas de côté, aucune autonomie. Ce qui est faux.
d'un côté comme de l'autre. Certes, il y a une ADN qui est propre, dont il va falloir prendre en compte, mais il va falloir casser certaines images, certains stéréotypes qui collent à la peau à tel ou tel individu, telle ou telle génération, pour justement créer cette dynamique. Et donc, il n'y a pas mieux que multiplier ces temps d'échange, justement. Est-ce que, alors, effectivement, de l'ultra-personnalisation, j'ai envie de dire, on pourrait faire le parallèle avec le shopper qui en demande aussi plus. Et je pense que ça va au-delà, effectivement, de la génération, puisqu'on a eu aussi le Covid qui a remis en questionnement aussi notre place au travail. Et ça, je pense que c'est multigénérationnel et qui a justement incité tous les collaborateurs des entreprises aujourd'hui à retrouver du sens aussi dans leur travail. Est-ce que justement cette nouvelle génération, donc qu'on pourrait appeler XY, enfin Z, X, je me perds. Z et Y. Z et Y. Donc dans leurs attentes, je suis absolument claire et je suis complètement alignée avec tes propos. Maintenant, concernant cette génération qui commence à manager, est-ce qu'elle applique justement l'écoute, l'ultra-personnalisation auprès des différents profils de manager? Est-ce que tu observes déjà des changements naturels et immuables à leur nouvelle génération dans leur façon de manager ou pas tant que ça finalement? Alors, il y a une évolution. Beaucoup plus dans le relationnel, beaucoup plus dans l'humain, une recherche d'authenticité, donc ils le sont tout autant, un besoin de confiance, donc de lien avec l'individu. Ça, c'est plus développé que les anciennes générations. Donc, il y a des prédispositions qui sont favorables à un management plus performant. Mais encore une fois, Salomé, même si tu fais partie d'une génération Z, si tu as une personnalité qui ne correspond pas à une approche participative, si tu es très autoritaire, il y en a dans toute génération. Bien sûr. Donc, si tu es très autoritaire, très directive, si tu es condescendant dans ton approche, tu auras une qualité managériale extrêmement décevante. Donc, il y a des prédispositions, comme je te l'évoquais, qui peuvent faciliter le management, mais nécessairement, il va falloir de l'accompagnement, de la formation. Et d'ailleurs, c'est également là l'un des problèmes. Le management est quelque part le parent pauvre en fait dans nos métiers. On va former produits, on va former techniques, outils, et le management passera après. Mais quel dommage, quand on sait que le management est à la base de la performance. Et on aura beau avoir des experts dans son équipe, on a 10 personnes dans son équipe, 10 experts. Si toi, tu ne sais pas justement créer cette émulation, cette dynamique, donc tu n'es pas un bon manager, en fait, il va y avoir des égos, il va y avoir des conflits, chacun va travailler dans une direction qui lui sera propre. Bref, il y aura contre-performance. Donc, c'est là où il faudrait passer du temps, il faudrait investir justement dans l'accompagnement de ces personnes que l'on promeut hiérarchiquement pour être certain qu'ils aient ce recul, ces compétences, cette qualité humaine et managériale pour être performants dans leur quotidien. Est-ce qu'on peut faire changer quelqu'un réellement ? Est-ce que c'est possible de passer d'un management autoritaire à un management participatif, même avec toute la formation possible ? Ah, c'est délicat. On n'est pas là pour changer la personnalité. Ça serait contre nature. On est là pour peut-être faire nuancer la personne. Une prise de conscience. Oui, prise de conscience, qu'elle s'ouvre à d'autres visions, d'autres pratiques, qu'elle soit moins fermée. Oui, là, on peut. Qu'on la change fondamentalement, ça risque d'être compliqué, Salomé. Et c'est d'ailleurs là un autre problème. Quand on parle de management à la carte, il faut donc être en capacité de proposer un style de management qui peut être très différent d'une heure à une autre, en fonction de la personne que l'on a face à soi, en fonction de l'environnement qui entoure cette personne. Et alors, cela ne veut pas dire que le style, d'ailleurs, directif autoritaire, qu'on décrit souvent, est un mauvais style. En fait, il faut être en capacité d'utiliser un style directif au bon moment. Certes, ce n'est pas le style qu'il va falloir utiliser de manière régulière, c'est plutôt une approche participative, collaborative, délégative qu'il va falloir privilégier de manière la plus fréquente possible. Mais on a besoin aussi d'une approche sociale, persuasive, directive, lorsque la situation nous l'impose. Et donc, l'une des qualités, quand on est manager, c'est cette capacité à être un véritable caméléon, à s'adapter à son environnement et à proposer une communication, une posture managériale, un style de management qui soit particulièrement adapté
à cet individu, à la situation dans laquelle nous vivons, dans laquelle l'échange s'inscrit. Un contexte économique, un contexte sociétal, un contexte concurrentiel, tout dépend bien sûr de ce contexte-là. Et ça, c'est l'essence même d'un bon manager, loin d'être facile. Car si on est naturellement autoritaire, mettre cette approche directive de côté et être en capacité de développer son approche participative, ça risque d'être compliqué pour certains d'entre nous. Bien sûr. Et l'inverse est valable. Quelqu'un qui est très dans le social, qui est très délégatif, à un moment donné taper du poing la table, dire stop, dire non, gérer un entretien de recadrage, ça peut les mettre en difficulté justement. Et donc ça aussi, c'est notre moyen de sélection d'un bon manager, c'est cette capacité à développer finalement tous les styles de management, avoir cette clairvoyance d'analyse environnementale pour dire voilà, là, c'est ce style-là, cette communication de manière spontanée, bien évidemment, cette communication qu'il faut que je mette en place, ça, c'est pas doté à tout le monde. Dans le livre, tu évoques également le DISC, donc, qui est un outil, pour le coup, pour trouver une colorimétrie, une dominante de préférence de style de personnes dans la vie professionnelle, parce qu'on pourrait faire la même chose dans la vie personnelle. Est-ce que tu peux nous rappeler, même si j'ai aucun doute que l'audience est plutôt à l'aise avec les 4 types de couleurs, et est-ce qu'un rouge peut être un bon manager ? Est-ce qu'un bleu peut être un bon manager ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est vrai, 4 couleurs très différentes. Les 4 couleurs peuvent être un bon manager. En fait, on rattache souvent les couleurs à une responsabilité, pas forcément à un rôle managérial. On dit par exemple que les rouges sont souvent des entrepreneurs, des dirigeants, que les bleus sont plutôt des logisticiens, des comptables, des gestionnaires, que les verts sont plutôt dans la relation humaine, des RH par exemple, que les jaunes sont dans le marketing, sont dans la communication. Oui, il y a des prédispositions naturelles qui facilitent effectivement leur adaptabilité à ces responsabilités-là. Par contre, qu'on soit jaune, qu'on soit bleu, qu'on soit rouge ou qu'on soit vert, on peut être un bon manager. Encore une fois, si on a la capacité de prendre conscience de ses faiblesses, de ce filtre que l'on a devant ses yeux, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, moi, si je suis vert, je suis spontanément dans la relation. Je suis dans la confiance, je suis dans l'écoute, je me nourris de ça. Mais si j'ai face à moi un bleu, je sais que spontanément, il ne va pas se nourrir de cela. Ce n'est pas ça qui va le motiver, ce qui va l'engager. Et je te donne un exemple très concret. Si un bleu te demande quand est-ce que la livraison rentre de tel fournisseur, par exemple, et que toi, en tant que manageuse, tu lui répondes « Oh, probablement dans le courant de la semaine prochaine. » Ça ne conviendra pas du tout à un bleu. Le bleu attendra, ça rentrera le 24 à 8 heures, tu auras ta marchandise. Ça, c'est un discours qui plaît à un bleu. Donc, même si tu es vert, même si tu es jaune, c'est donc ta capacité à épouser les codes de lecture de la couleur qui, naturellement, n'est pas la tienne pour pouvoir t'y caler, t'adapter et manager avec performance cette couleur. Bien sûr. Et ça, c'est pas facile, forcément. Prenons l'exemple d'un jaune. Le jaune est un grand communicant. Le jaune prend de l'espace. Le jaune est bavard. Le jaune aime bien briller, justement. Le bleu est à l'opposé. Le bleu est plutôt réservé. Le bleu est très procédurier. L'opposé du jaune. Très chiffre, très analytique. Et donc, dans ces cas-là, si on est bleu, il va falloir donc encore une fois épouser les codes du jaune. Mais il va falloir peut-être être vigilant aussi sur autre chose. Et ça, j'aime beaucoup travailler sur le sujet. Quand on est fournisseur et qu'on sait qu'on a un acheteur rouge ou qu'on a un acheteur jaune, on ne va pas envoyer n'importe quelle couleur. Non. On va faire en sorte que la couleur qu'on lui envoie ait le même discours, ait une ADN proche, où on est certain que le responsable, par exemple, de secteur qui va visiter son acheteur, a la capacité de faire évoluer sa couleur pour s'adapter à la couleur qu'il sera face à lui. Naturellement, le rouge ne s'entend pas du tout avec un jaune, par exemple. C'est dangereux d'envoyer un jaune face à un rouge. Et c'est dangereux d'envoyer un rouge face à un jaune, car ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas le même discours, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas la même vision du monde. Et donc, si qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur, ça serait un risque conflictuel et un risque justement de ne pas faire affaire. Donc, tu vois, ça va jusque-là. C'est analyser
au préalable la couleur de l'individu pour s'assurer qu'on soit en capacité de s'adapter à cette dernière ou pour sélectionner quelqu'un de son équipe qui le sera plus en capacité de s'adapter à cette couleur. Et ça équivaut aussi, on utilise cela aussi au sein même d'une équipe. Si on sait dans une équipe qu'on va mettre en projet 2 collaborateurs, on va s'assurer que les couleurs soient compatibles ou qu'ils soient en capacité d'accepter des contradictions et des comportements qui soient très différents du leur. Mais ça aussi, c'est du rôle du manager, d'être en capacité d'associer les bonnes personnes sur les bonnes missions pour optimiser la relation au sein d'un groupe. Tout à fait. Alors, la connaissance, ça ne s'arrête pas uniquement au travers de la méthodologie DISC. Je vais te rajouter un outil que j'utilise régulièrement, c'est la synergologie. La synergologie, c'est la science qui interprète les gestes, le comportement. Alors, c'est une science qui génère du débat, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup d'ouvrages qui existent, beaucoup de vidéos. Moi, j'ai travaillé énormément sur le sujet et je peux t'assurer qu'il y a un outil pour le manager, quel qu'il soit, un outil absolument génial. Alors, qu'est-ce que nous dit cette science ? Dis-nous en plus, parce que là, tu nous mets un peu l'eau à la bouche. C'est une science, donc c'est pas moi qui l'invente, bien évidemment. On navigue pas sans base observée et scientifique. Alors, elle nous dit quoi, cette science ? En fonction du geste spontané que tu fais, lorsque tu es en train de communiquer, lorsque tu es en train de négocier, tu fais un geste. Ce geste, s'il est spontané, il peut avoir de la signification. Il peut témoigner de stress, il peut témoigner de mensonge, il peut témoigner de malaise. Bref, il y a de la signification. Alors, pas un seul geste, Salomé. On dit toujours en synergologie que, donc en communication, en interprétation de la communication non verbale, qu'il faut entre 4 et 6 observations pour être certain que la personne est dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, quand on est négociateur, c'est un indispensable d'être formé sur le sujet. On scrute en permanence la communication non verbale de son interlocuteur. Je te rappelle que l'essentiel de la communication passe par l'intermédiaire de la communication non verbale. Oui, bien sûr. Il y a très 80%. peu, et même plus. Donc, il y a très peu d'informations qui passent par l'intermédiaire des mots que nous utilisons. Donc, si tu n'es pas concentré sur la voix, sur les gestes, sur l'attitude de l'individu, tu perds énormément d'informations et ça te sera préjudiciable dans l'échange, qu'il soit managérial, qu'il soit de négociation commerciale. Et d'ailleurs, dans la négociation, me semble-t-il que tous les comptes clés ou acheteurs sont formés, enfin à minima devraient être formés, mais effectivement, ça devrait être la même chose pour le management, parce que la négociation, c'est 2 personnes qui doivent se mettre d'accord sur un prix, un assortiment, peu importe, une promotion. Et le management, c'est 2 personnes qui doivent s'accorder sur des objectifs communs et travailler ensemble. Oui, et d'ailleurs, l'un des reproches qu'on fait à nos managers, c'est qu'ils ne passent pas suffisamment déjà de temps avec leurs équipes, pour les raisons qu'on a pu évoquer lors de nos échanges, mais aussi qu'ils ne passent pas suffisamment de temps à réellement écouter et observer son interlocuteur. Car s'ils ne font pas ça, ils passent donc à côté de beaucoup d'informations. Et pour un manager, quand on anime une réunion, ou quand on est dans un échange interpersonnel, quand on arrive à aller chercher cette observation, on n'aura même pas besoin d'interroger l'individu, on saura qu'il est dans une disposition, dans un état d'esprit qui est défavorable, dans l'opposition. Donc là, on changera notre argumentaire, on nuancera, on adaptera, on pourra lui donner aussi bien sûr la parole pour crever l'abcès, pour trouver une solution. Mais tu vois, ça c'est fondamental. Ouais, c'est clair. Quand on échange managérialement, on devrait passer 75% de son temps à écouter, à observer, et 25% du temps à communiquer, à parler. Et tu vois, pendant ces 75% du temps, justement, on va aller chercher toutes ces informations non verbales. Pas que, mais cet état d'esprit, ce ressenti, ça nécessite beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ça aussi, c'est fondamental pour un manager. Il y a plusieurs intelligences à développer, dont l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette écoute active, cette empathie qui te permet de ressentir les émotions de ton interlocuteur. Et en fonction de ces émotions-là, tu vas nuancer, tu vas changer de propos, tu vas avoir une proximité plus importante ou au contraire, plus de distance. Donc, tu vois, donc en résumé, tu observes, tu écoutes, tu utilises la méthodologie DISC et tu utilises la synergologie, ça va te permettre de bien cerner la personnalité de la personne qui est face à toi pour pouvoir t'y adapter. Et mon ancien chef, directeur de région, m'avait dit un jour, que je salue s'il passe par là, m'avait dit un jour, Salomé, tu es trop bavarde, tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu parles. Et
cette phrase me restera toujours en tête et il avait de toute évidence raison. Et pour le coup, c'est très intéressant. Philippe, donc mon audience se compose majoritairement de personnes qui sont entre 25 et 34 ans, donc plutôt génération, je mange toujours mes mots, mais YZ. Exactement. J'y suis. Si ils devaient repartir après avoir écouté cet épisode avec 1 ou 2 conseils pour justement leur premier poste de management, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils ont 1 ou 2 choses à retenir? Deux citations que j'utilise régulièrement. Je l'ai d'ailleurs utilisé lors de notre échange. Il faut s'assurer d'une performance sociale pour consolider une performance économique. Donc, être un performeur socialement dans l'entreprise. La deuxième priorité, c'est la confiance. Alors, c'est lié au premier point. Et encore une fois, je dis toujours, sans confiance, il ne peut pas y avoir de performance. Cette confiance, elle se crée comment ? Elle se crée par de la proximité managériale, du lien nécessairement qu'il faut mettre en place, par de la communication informelle, par de l'authenticité, de la réactivité, des tas de caractéristiques qui vont créer une confiance entre 2 individus. Si tu as cette confiance-là, tu vas pouvoir générer de l'adhésion, de l'engagement, de la motivation, une réelle dynamique, une réelle performance au travers de chaque individu. Si tu n'as pas cette confiance, tu vas galérer énormément. Car l'équipe travaillera à 50%, elle n'accordera pas beaucoup de crédit de confiance à ce que tu leur diras, elle saura l'équipe que tu parles derrière, que tu ne défends pas l'équipe, alors que ça devrait être une priorité. Notre rôle en tant que manager, c'est de préserver un groupe. Bien sûr. D'être le premier, c'est un de mes premiers patrons qui me l'a évoqué. Lorsqu'on est dans la réussite et lorsqu'on en parle à sa hiérarchie, on est censé mettre en avant son équipe. Et lorsqu'on est dans l'échec, dans la difficulté, dans une problématique, on se met, nous, managers, en avant, on prend les responsabilités, et seules les responsabilités pour protéger son équipe. Ça aussi, c'est fondamental. Et je vais d'ailleurs terminer par ce point-là, parce que je te parle beaucoup d'une approche sociale, humaine, bienveillante. Oui, c'est nécessaire. Si on a vu cet échange il y a 15 ans en arrière, je t'aurais dit, dans notre milieu, la bienveillance est vue comme une faiblesse managériale. Aujourd'hui, c'est vu comme une force, 15 ans après. Mais la bienveillance, l'empathie, ne veut pas dire accepter tout. Et un manque d'exigence. Oui. Ne pas confondre. Je considère que l'autorité se marie parfaitement avec la bienveillance. À un moment donné, il va falloir dire stop, il va falloir appliquer bien évidemment le règlement intérieur, il va falloir recadrer, il va falloir mettre en place ce style directif, alors que peut-être ce n'est pas notre style spontané. Donc tu vois, beaucoup de bienveillance, prioriser l'équipe, prioriser l'humain, mais tout en ayant des objectifs économiques très clairs, et tout en étant autoritaire, et pour faire en sorte que les objectifs économiques soient bien évidemment atteints. Philippe, merci beaucoup pour cet échange. On pourrait faire une série. C'est vrai que j'ai encore 1000 questions à te poser, mais justement, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à t'adresser sur notre épisode ? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon profil LinkedIn où je publie de nombreux posts, de nombreux podcasts sur le sujet, alors de management, mais aussi de gestion commerciale. J'ai écrit 2 ouvrages également. Le premier qui est sorti l'été dernier, donc en août 2024, qui s'intitule « Le gérant rayon et un point de vente et les clés de la performance ». Dans cet ouvrage, j'aborde plutôt un aspect de commerce et de gestion commerciale. Et il me manquait donc l'aspect managérial, le triptyque fondamental pour tout manager dans le retail. Et donc, j'ai sorti le 24 septembre dernier donc cet ouvrage destiné au management dans le retail, où je développe finalement une grande partie des sujets qui nous ont animés pendant nos échanges. Merci beaucoup Philippe pour cet échange. Merci Salomé, ravi d'avoir eu cet échange avec toi et au plaisir de te retrouver lors d'un prochain échange. Également. À bientôt. À bientôt.